Je m'appelle Sébastien Moret, j'ai 45 ans, je suis marié depuis 2000, j'ai 5 enfants, je suis enseignant, médiateur, instructeur de fitness et je me suis lancé en culturisme naturel il y a quelques années. D'abord, peut-être parler de cet endroit. Cet endroit, c'est un endroit très particulier pour moi parce que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner déjà à 200 mètres de la maison. Je m'entraîne dans le garage que m'a mis à disposition mon tonton. C'est un endroit très particulier parce que c'est la maison de ma grand-maman et de mon grand-papa maternel, dont j'étais très très proche. C'est beaucoup de souvenirs pour moi parce que mon grand-père est décédé en 91, ma grand-mère en 2017. Et puis j'ai passé des super moments ici et de pouvoir m'entraîner dans cet endroit, c'est assez génial. J'ai vécu les fêtes de famille, on se baignait dans un baquet quand on venait avec ma maman, mon papa et mes sœurs. Enfin voilà, c'est un lieu qui est plein de souvenirs. Et puis quand j'ai la porte du garage ouverte, ou de la forge, puisque je l'ai appelé la forge, je vois le Sanetch, un endroit où je passais du temps avec mon grand-père. Et puis c'est un endroit super parce que je vois mon tonton à peu près tous les jours, il passe me dire bonjour. Et puis on passe des moments où on rigole bien. Le culturisme naturel, beaucoup de gens ils le connaissent plus sous le terme de bodybuilding ou bodybuilding naturel. La grosse différence, je pense, qu'il y a entre le bodybuilding qu'on voit beaucoup dans les médias et le bodybuilding naturel, c'est le volume. En fait, en culturisme naturel, on va prendre aucun produit qui va aider à prendre du volume, on va le faire de manière naturelle. Et puis du coup, on garde un physique plus ou moins normal, on va dire ça comme ça. On a moins de volume que ce qu'on voit chez les bodybuilders de certaines fédérations qui travaillent de toute façon beaucoup, mais où ils ont un volume assez démentiel. Je vais vous parler peut-être brièvement de mon parcours de sportif. Alors j'ai toujours fait beaucoup de sport. Pendant longtemps, je pense que j'avais pas forcément beaucoup de compétences en sport, pendant très longtemps. J'ai fait du foot, il a fallu que j'aie une blessure à un moment donné quand j'avais 14 ans pour commencer à développer cet instinct, cette niaque, cette envie de gagner, cette envie de performer, même si je ne l'ai pas forcément fait dans le foot. Un truc qui a été très ancré en moi, c'est que jamais je ne ferai de fitness et que jamais, absolument jamais, je ne ferai de musculation. Ce qui a un petit peu changé lorsque j'ai eu pour les 20 ans, puisque à côté de tous les sports que j'avais fait, j'étais arbitre de basket, j'ai fait beaucoup de ski aussi pour moi. Tout d'un coup, mon épouse a commencé le fitness et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs, un copain apparemment, qui faisait du body pump. J'ai eu envie d'aller tester. On a pas mal discuté avec la patronne après peut-être 3 ou 4 cours. J'ai demandé de pouvoir faire une formation. C'est depuis 2001 que je me suis lancé dans le monde du fitness et que je suis devenu instructeur de fitness. Et pendant très très longtemps, j'étais très content de dire qu'on n'avait pas de salle de musculation et qu'on faisait que donner des cours. Parce que j'avais plein de clichés sur le monde de la musculation, vraiment. Jusqu'en 2016, où j'ai eu un échec, entre guillemets, dans une formation où je n'ai pas atteint tout de suite le niveau que je voulais, parce que j'étais physiquement pas assez en phase avec l'esprit du programme que je devais défendre. En gros, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse de la musculation et je remercie vraiment ce jour-là parce que ça a été un déclic, parce que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour être plus affûté. Et puis c'est avec ça qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ces moments que je faisais en musculation, c'était des moments pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est ce qui m'a donné ensuite envie, 2 ou 3 ans après, de me lancer dans ce domaine. J'ai débuté le culturisme à proprement parler, je dirais, en mars 2020. Ça faisait déjà 1 année et demie que je m'entraînais en musculation, mais c'est vraiment pendant la période du Covid que je me suis dit, ce que je dis à mes élèves qui sont super compétents, qu'il faut croire en eux, etc., si je me l'appliquais une fois pour moi, ça pourrait être pas mal. Et du coup, je me suis lancé un petit peu ce défi. J'avais déjà mon coach, ça faisait déjà 1 année qu'on faisait de la musculation pour moi, pour m'entretenir. Et puis, à ce moment-là, on a décidé, je lui ai dit que j'étais intéressé par faire une compétition. C'est d'abord parti comme ça. Après, c'est parti à j'ai envie de faire un résultat. Et puis, on parlera après probablement des objectifs. Une des autres raisons qui fait que je me suis lancé là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que ce moment de musculation que j'avais au départ tôt le matin, c'était un moment que pour moi. Je suis beaucoup dans la contribution, je suis beaucoup entouré de gens, je suis souvent à l'écoute. Dans tous les métiers que j'exerce, je suis toujours en contact avec des gens, puis j'ai peu de moments où je me retrouve seul avec moi-même. Et ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, c'est un peu comme faire du yoga. C'est-à-dire que j'ai mon moment à moi.
J'écoute des conférences de développement personnel, j'écoute plein de styles musicaux différents pendant que je m'entraîne et puis du coup c'est hyper enrichissant. Alors, bon en fait c'est de manger sainement, de manger de tout et puis tout dépend des phases de préparation dans lesquelles on est. Moi j'avoue, hein, je suis arrivé, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire et puis c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose quand on n'a aucune idée. C'est de s'entourer d'experts. Et puis, c'est ce que j'ai fait très rapidement pour avoir quelqu'un qui me suive au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement. Je suis donc une alimentation variée, équilibrée. Ça veut dire qu'à tous les repas, on va retrouver des sources de protéines, de glucides, des fruits. Donc voilà, j'ai des féculents à tous les repas, j'ai des fruits, des légumes, de la viande ou des équivalents de viande, du poisson à tous les repas. C'est vrai que dans mon processus d'entraînement, je mange assez régulièrement, aussi pour, contrairement à ce qu'on imagine souvent, cette quantité de protéines qu'il faudrait manger, nous on tient vraiment compte de la quantité de protéines que nos reins sont capables d'absorber, donc du coup on les séquence le plus possible sur la journée pour qu'il n'y ait pas une surcharge, et puis voilà, que ce soit bien dosé, et puis là j'ai la chance de pouvoir compter sur un expert qui m'aide pour ça. On me pose souvent la question si c'est pas frustrant de ne pas pouvoir mettre de sucre, pas pouvoir mettre de sel, de devoir tout peser. On me dit souvent ça doit être hyper contraignant. Alors oui, c'est un peu contraignant au niveau de ce qu'on doit avoir dans le frigo. C'est des fois un peu contraignant pour tout ce qu'il faut préparer. Je sais que c'est aussi des fois contraignant pour mon épouse, vu que je ne suis pas toujours là pour préparer le repas de midi. Enfin, je ne suis même jamais là pour préparer le repas de midi. Donc c'est souvent elle qui doit se charger de ça. Mais à part ça, au niveau de ce que c'est par rapport à manger, non, c'est pas contraignant parce qu'en fait, je peux manger tout. Ah oui, bien sûr, il y a des aliments que je ne peux pas tout à fait manger, mais je peux manger toutes sortes de légumes, toutes sortes de féculents, toutes sortes de sources de protéines, plein de fruits, en fonction de la période, hein, parce qu'en fin de sèche, je ne vais pas manger beaucoup de fruits. Et du coup, moi, j'ai pas trop de frustration. Peut-être parfois les épices, alors là j'ai trouvé des alternatives, parce que j'aime bien manger épicé, donc du coup le piment, le poivre et tout ça c'est assez sympa. Puis il y a plein d'épices qui n'ont pas de sel et puis qui sont très très bien. Pour prendre la masse musculaire de manière naturelle, je pense qu'il y a deux clés. C'est l'alimentation, hein. Déjà avoir une balance calorique qui soit un peu plus positive que négative. Il faut qu'on consomme plus de calories que ce qu'on en dépense. Et puis c'est l'entraînement aussi, le type d'entraînement qu'on va mettre en place, comment on va cibler le muscle pour pouvoir gagner cette masse musculaire. Après la phase de prise de masse, on a forcément la phase de prise de sèche quand on prépare des concours. Et puis au niveau de la sèche, c'est ce que j'ai trouvé juste incroyable grâce à mon coach qui s'appelle Raphaël Duboucher, c'est qu'on a diminué progressivement les apports nutritifs, mais vraiment diminué progressivement. Chaque semaine, on diminuait les apports, ce qui fait que je n'ai pas du tout ressenti la faim. Et c'est ça le principe d'une sèche, c'est qu'on diminue les apports pour essayer de perdre la masse graisseuse qu'on a, pour forcer le corps à aller brûler le gras qui reste, pour être le plus sec possible.
Et puis, ce qui a été vraiment exceptionnel, je trouve, avec mon coach, c'est qu'on n'a rien retiré de mon alimentation. Alors, en général, les culturistes naturels, comme les bodybuilders d'ailleurs, s'entraînent tous les jours. Et puis, moi, personnellement, je m'entraîne en principe le matin. J'essaie vraiment de m'entraîner tôt le matin. Même si cette année, c'est un petit peu plus compliqué, là, cet automne, à m'entraîner le matin. J'essaye de m'entraîner le matin, comme ça j'ai vraiment le sentiment d'avoir déjà fait quelque chose pour moi. C'est un moment où je ne prends pas de temps sur la vie de famille quand c'est tôt le matin. Parce que quand je vais m'entraîner à 6 h du matin, ils ne sont pas tous levés. Donc du coup, je ne prends pas de temps là-dessus. Et puis c'est quelque chose qui me convient bien. Des fois, c'est un petit peu plus dur l'hiver, hein, quand on sort et puis qu'il fait -10. Aller s'entraîner tôt le matin. Parce que dans la salle, il ne fait pas beaucoup plus que -10, il fait 5-6 degrés. Donc du coup, voilà, il y a ça, mais c'est vraiment s'entraîner tous les jours. Et aussi avoir des phases de repos. En général, il y a 2 jours de récupération dans la semaine, sauf dans les grosses phases d'entraînement pour la masse et le volume, où là, on aura parfois même 3 jours de pause dans la semaine. Ce qui n'est jamais des pauses complètes pour moi. C'est un des gros challenges de mon coach, c'est que vu que je donne des cours de fitness à côté, des cours cardio, il doit jongler avec, me faire prendre de la masse, tenir compte de ça dans l'entraînement, en sachant que je dépense un peu plus de calories que ce que je devrais. Alors ça, je pense que je l'ai aussi beaucoup appris en le regardant, parce que j'imaginais, comme on voit ces gars sur Insta qui s'entraînent des heures et des heures et des heures, mais qui ne sont pas forcément tous naturels d'ailleurs, hein, c'est des gros bodybuilders. En naturel, mon coach qui a 17 ans de compétition, 12 titres mondiaux derrière lui, il me dit en 1h15, c'est réglé. Parce qu'après, on n'est plus dans quelque chose de productif et de sain au niveau du corps, on va trop créer de fatigue. Et donc, ben voilà, moi, mon entraînement, il dure à peu près 1h15. En comptant même le stretch dedans, 1h15, 1h30, vu que je m'entraîne en posing aussi. C'est maximum ça que je faisais de toute façon avant, quand je faisais d'autres sports, et que je prends maintenant plus en mode pour moi. Souvent, les gens ils nous posent la question de voilà, mais pourquoi on oscille comme ça entre des prises de masse, des phases de sèche au niveau du poids? Puis on nous dit ouais, mais est-ce que tu pourrais pas rester comme ça tout le temps? Donc là, si on fait référence aux photos qu'on peut voir sur mon site des compétitions, non, clairement non, c'est pas sain d'être dans cet état physique tout le temps. Parce qu'on va à un niveau où on sèche le corps pour avoir la meilleure définition possible. Du coup, c'est un physique qu'on a le jour de la compétition, voire le lendemain. Après, on reste bien dessiné le reste de l'année, mais ce n'est pas le but d'être dessiné comme le jour d'une compète. Et j'ai écouté des grands culturistes aussi, qui, avant des séances de pause photo, allaient se faire 2 ou 3 semaines de sèche, parce que clairement, dans leur vie de tous les jours, ils ne sont pas comme ça. Du coup, j'appartiens à aucun club de culturisme, et c'est pour ça que j'ai choisi de me faire encadrer. Et parce que je voulais gagner du temps, hein. Quand on commence dans une compétition ou dans un domaine alors qu'on a déjà 42 ans, c'est pas forcément évident. Et du coup, je travaille avec deux coachs. Donc j'ai mon coach préparateur physique et au niveau de la diète, et puis qui me donne aussi des conseils sur comment préparer les compètes. Il s'appelle Raphaël Duboucher, donc il a fait 17 ans de compétition, 12 fois champion du monde. Bonjour, je m'appelle Raphaël Duboucher. Je suis préparateur physique, diplômé d'État, préparateur mental et conseiller certifié en nutrition et diététique et nutrition sportive. Donc je suis athlète de haut niveau en culturisme naturel, actuellement un peu entre guillemets au niveau des compétitions nationales et internationales. Donc je me voue totalement à mon métier de préparation physique, notamment de niveau national également et international, comme je fais avec Sébastien. Donc j'ai été suivi moi pour toute mon expérience et ma carrière, on va dire, d'athlète de haut niveau, avec un préparateur de renom qui est Emilio Sanchez, avec qui j'ai développé une grande amitié tout au long de ces 17 ans de haut niveau, qui m'a beaucoup apporté également sur le plan personnel, sur le plan professionnel, au niveau de mon métier également, pour transmettre à mon tour à mes athlètes et à mes clients. Avec Sébastien, ce qui est bien, c'est qu'on a
On a tout de suite, on va dire, bien travaillé ensemble depuis le début. Là, il faut dire que c'est un élève très sérieux. Voilà, il suit, comme on dit, il suit le plan, il suit les plans. Donc ça peut que bien se passer. Maintenant, on prépare pour cette année donc un bel objectif, qui est le championnat d'Europe donc au mois de novembre. Et actuellement à court terme, le championnat de France, où il sera invité en tant qu'athlète de la fédération suisse, ce qui est très bien pour faire un premier jet. Et je suis ravi de travailler donc avec Sébastien, car comme je vous le disais, c'est un élève très sérieux. Il n'y a pas trop besoin de répéter les choses. C'est vrai qu'il se cale au pan. Quand il comprend pas, il demande. Donc ça, c'est super bien, c'est parfait. Et très sérieux sur le côté également diététique et alimentaire, qui est une des clés les plus importantes dans le culturisme naturel. Le culturisme naturel, donc pour vous donner une petite définition, on insiste sur le terme naturel car il y a aucun produit dopant, aucun produit de synthèse, aucune substance chimique, d'accord, qui n'intervient dans la préparation physique. C'est vraiment uniquement l'entraînement physique avec les séances de musculation, avec l'alimentation solide, la complémentation alimentaire qui reste de la nutrition optimisée et non pas du dopage. Il va falloir mettre vraiment les choses au clair aussi là-dessus. Il faut que ce soit bien dissocié des deux. Ça reste de la nutrition. Et donc, on fait partie d'une fédération au niveau national en France, donc la FCPCN, et au niveau international, la WNBB. Voilà. Donc, actuellement, la fédération française est un petit peu en reconstruction. Je crois que ça arrive un peu à ses fins, c'est parfait. Avec du coup ce championnat de France cette année qui va être un bel essai pour redémarrer sur de nouvelles structures, ce qui est parfait. Et j'espère que Sébastien va faire une bonne place cette année pour un peu se situer déjà au niveau national français. Quelle place il peut occuper sur ce plateau pour envisager justement une préparation au niveau mondial et européen d'abord au mois de novembre et mondial l'année prochaine. Donc je te souhaite plein de courage pour cette préparation déjà pour les France. Et puis ensuite, on planifiera comme on le fait d'habitude pour le mois de novembre. Donc, merci de ta confiance. C'est vraiment un côté qui est très important entre un préparateur et un athlète. La confiance avant tout. Et c'est clair, depuis ces 3-4 ans, c'est ce qui a été créé entre nous et c'est super bien, c'est parfait pour moi. Pour travailler comme ça, il y a pas mieux. Donc je crois en Sébastien parce qu'il a vraiment la motivation et le mental pour aller chercher justement les 6 premières places. Donc je lui le souhaite. Voilà, qu'il récupère bien, faut qu'il se repose un peu plus parce qu'il fait beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui est vraiment engagé sur plein de domaines et c'est tout à son honneur parce qu'il aide beaucoup de gens. Donc félicitations et bravo à toi et en route pour ces championnats de France. À bientôt. Et puis j'ai un coach, mentor pour tout ce qui est préparation d'événements, gestion du stress, préparation dans ma vie de tous les jours aussi sur comment mettre en place mes objectifs, comment visualiser la compète, l'avant-compète, l'après-compète, qui s'appelle Christophe Bess, qui est quelqu'un de très connu dans le monde du fitness, avec qui je travaille depuis pas mal d'années aussi. Bonjour, je suis Christophe Bess et je suis ce que l'on pourrait appeler le coach haute performance de Sébastien. Parce que bien évidemment, par rapport à sa discipline et ses objectifs sportifs, Sébastien a un coach spécifique qui va lui faire sa programmation d'entraînement, qui va gérer sa diète et qui va également lui donner quelques outils purement techniques spécifiques à sa discipline pour être préparé le jour de la compétition au mieux et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais à côté de sa préparation physique sportive, Sébastien a une vie personnelle, une vie familiale, une vie professionnelle. Et par rapport au sport qui est le sien, c'est des mois, voire des années de préparation pour atteindre l'objectif final visé par Sébastien. Et par rapport à ça,
il faut essayer de trouver le meilleur équilibre possible et essayer de faire en sorte que toute cette préparation, ces mois de préparation se passent de la manière la plus fluide et efficiente possible. Et c'est ce qui a amené Sébastien à me contacter pour que je l'accompagne justement dans cette dimension-là, dans cette dimension d'équilibre et à la fois de performance. Donc on travaille sur différents domaines. En particulier, lorsqu'on a démarré, on a travaillé tout simplement sur la notion d'énergie parce que l'énergie est fondamentale. Lorsqu'on se lance dans un projet comme celui de Sébastien, c'est important de pouvoir préserver son énergie pour pouvoir continuer à la fois d'avoir de l'énergie pour son entraînement, mais de l'énergie pour le travail et puis de l'énergie pour ses proches, puis de l'énergie pour les autres dimensions de sa vie. Alors naturellement, Sébastien est quelqu'un qui a un mode de vie sain, mais à côté de l'alimentation, à côté de son entraînement physique qui fait partie de sa préparation, il y a la notion de sommeil qui est importante et puis également la notion aussi de gestion du stress. Et on sait qu'au quotidien, chacun d'entre nous vivons des moments de stress, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau financier. Et donc apprendre à gérer ce stress permet de préserver notre énergie pour optimiser notre entraînement, mais mieux profiter des autres dimensions de notre vie. Donc c'est des choses sur lesquelles bien sûr on a travaillé avec Sébastien, puis on a réfléchi également à la stratégie à mettre en place, une forme de gestion de l'emploi du temps, voir qu'est-ce qu'il est important réellement pour lui, qu'est-ce qui est essentiel pour lui, est-ce qu'il y a des choses à éliminer parce que naturellement avec l'objectif qui est le sien encore une fois, ça nécessite des heures à consacrer à l'entraînement, des choses à mettre en place dans le quotidien par rapport à l'alimentation et toutes ces choses-là. Et donc, ça nécessite quand on dit oui à quelque chose, souvent il faut sacrifier quelque chose à côté. Donc, qu'est-ce qu'on élimine ou qu'est-ce qu'on peut automatiser? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut déléguer? Comment est-ce qu'on peut simplifier d'autres choses pour faire en sorte en fait qu'on puisse essayer d'optimiser le temps pour nous permettre à la fois de nous entraîner de façon efficace, mais en même temps d'avoir l'esprit libre parce que on sait qu'à côté, on va avoir du temps pour notre famille, on va avoir du temps pour finir le travail qui est important pour nous, etc., etc. Donc, il y a un vrai travail de réflexion sur cette notion stratégique, un peu de planification avec des outils de productivité à mettre en place au quotidien, de nouvelles habitudes à mettre en place. Donc, on travaille régulièrement dessus parce que la vie n'est jamais constante et il y a forcément des fois des nouvelles opportunités qui se présentent ou des changements qui s'opèrent dans notre vie et donc puis des problèmes parfois qui arrivent aussi dans notre vie. Donc, on discute en permanence de ça, on essaie de trouver le meilleur équilibre possible avec Sébastien. Surtout que Sébastien est quelqu'un d'hyperactif, il a souvent de nouvelles opportunités qui se présentent à lui et c'est difficile lorsque Sébastien a un intérêt pour quelque chose pour lui de dire non. Donc on discute justement de ça pour qu'il prenne les meilleurs choix possibles. C'est pas moi qui lui conseille quoi que ce soit, simplement on se pose des questions ensemble et puis Sébastien en fonction de lui, son ressenti, sa vision des choses, ses centres d'intérêt, sa vision sur le court, moyen et long terme, il définit quelles sont les meilleures décisions possibles. Donc là, on a travaillé sur cette notion d'énergie, on a travaillé sur cette notion de stratégie, on travaille également ensemble sur la notion de maîtrise de soi. On parle de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit, d'attitude à adopter. On travaille également sur la maîtrise émotionnelle, tout simplement aussi pour le quotidien, mais également pour se préparer à la compétition. On travaille sur l'avant-compétition, la visualisation également pendant la compétition, mais on anticipe également l'après-compétition pour que, indépendamment du résultat, Seb puisse garder un niveau de confiance sain qui lui permet d'avancer, de progresser, de continuer d'avancer en direction de ses objectifs. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'accompagner Sébastien à travers ce parcours parce que j'ai fait connaissance de Sébastien il y a plusieurs années en arrière dans le cadre de la remise en forme du fitness, puisque je suis formateur de coach sportif à l'origine, je l'ai été, je le suis toujours en parallèle de ce que je fais en haute performance. Et puis Sébastien également donne des cours de fitness et donc dans le cadre d'une formation que je donnais, Sébastien était là, on a fait connaissance et c'est ce qui fait que le lien s'est créé, la confiance entre nous s'est mise en place et donc quand il a eu besoin de moi, il m'a naturellement contacté. Mais c'est vraiment un plaisir de le voir évoluer, de le voir progresser, de voir les défis qui se met
lui-même en place. Et puis, c'est une véritable source d'inspiration, même si c'est moi qui l'accompagne sur cette partie de coaching haute performance. Sébastien, juste de par ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit au quotidien, de ce que je le vois mettre en place, est aussi une source d'inspiration pour moi. Et donc, c'est vraiment un plaisir de l'accompagner. Puis à côté de ça, je peux compter sur le soutien de mon épouse qui est vraiment tout le temps là. Et puis je profite de la remercier encore pour tout ce qu'elle fait pour moi parce que sans ça, c'est vrai que ce serait sans son aide, donc ce serait assez compliqué. Il y a aussi le soutien de mes enfants parce que je vois que voilà, ils sont là, ils sont venus voir les compétitions. Là, j'ai mes garçons, ils aiment bien venir s'entraîner un petit peu à la salle, donc c'est aussi sympa. Ils m'ont aidé aussi pour les logos qu'il y a ici dans cette pièce. Et puis, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je peux dire. Cette pièce est aussi particulière pour moi parce que c'est mon fils qui l'a peinte, qui a fait les logos, et puis qui a même créé un petit... je peux presque le montrer. Qui avait fait au bricolage le dessin d'une forge parce qu'on est dans cette pièce qui s'appelle La Forge. Et puis j'ai pu beaucoup compter aussi sur mes parents quand j'ai parlé de mon projet, aussi de comment alimenter ce projet-là, comment faire pour ramener un peu du financement. Ils m'ont aussi aidé à avoir des pistes et des idées, et puis ils m'ont donné un bon coup de pouce. Alors là, justement, pour la compétition, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai jamais voulu faire de compétition, ce qui est dans aucun domaine, à part dans les matchs de foot que je faisais. Donc du coup, pour me préparer, là j'ai pu compter vraiment sur l'apport de Christophe Besse et aussi de Raphaël Duboucher avec son expérience qui m'a parlé de comment elles se passaient les compétitions. Et ce qu'on a mis en place, c'est visualiser déjà, d'aller voir le plus d'exemples de compétitions possibles. Donc je suis allé voir plein de compétitions sur YouTube de culturistes naturels pour voir un petit peu comment les gens y arrivaient. J'ai été analyser beaucoup les passages, les posings de Raphaël Duboucher là, lors de ces titres mondiaux. Donc j'ai été visualiser le plus de sources comme ça. Après, on a visualisé la salle. J'ai beaucoup bossé ma choré. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier parce que pour moi, le plus dur, c'était poser en slip. Et j'ai préparé ça pendant une année. Et je me suis préparé en posant chez mes beaux-parents lors d'une fête de famille, chez mes parents dans la cuisine, chez un pote avec son épouse et mon épouse dans la chambre à coucher parce qu'il y avait les enfants qui regardaient un film en bas. Donc je me suis entraîné à me mettre dans des situations vraiment en contexte. C'est ce que je dis à tout le monde dès qu'on veut faire quelque chose, peu importe ce que c'est, mettez-vous dans le contexte, entraînez-vous. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc visualiser, puis visualiser comment elle va se passer la compétition, visualiser des adversaires. Donc je suis allé regarder un petit peu les profils des gens avec qui j'allais être confronté. Parce que quand on vient dans ce domaine, que c'est la première compète, qu'on ne sait pas exactement le physique qu'on aura, on sait qu'en face, il y a des gens qui font de la compète depuis 15 ans, 20 ans. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que je n'ai pas été surpris de voir ces gars quand je suis arrivé. Je savais à quoi m'attendre, je savais qu'il y aurait des mecs super définis. Et c'était hyper enrichissant parce que je suis arrivé comme si j'étais dans un milieu connu, ce qui m'a permis de sympathiser avec pas mal de monde là-bas. Et puis après, c'est aussi de visualiser l'après-compétition, parce que ça, c'est beaucoup de gens s'arrêtent au résultat, et moi, c'était pas du tout ça que je voulais. Donc moi, on a travaillé sur après, qu'est-ce qu'on allait mettre en place, comment on allait gérer le résultat, et voilà. J'ai participé au championnat de France et ensuite au championnat du monde, et on me demande régulièrement pourquoi je suis allé en France et pourquoi je fais rien en Suisse. En fait, c'est simple, il y a tellement de fédérations qui existent que je ne savais pas trop vers qui aller. Et j'ai donc décidé d'aller dans la fédération de mon coach, qui appartient à la FFF Force en France et qui est rattaché à la WNBB, donc la fédération mondiale. Ce qui m'a rassuré, c'est que et ce qui m'a plu, c'est que c'est une fédération qui a la délégation d'État pour attribuer les titres de champion de France. Ça veut dire que du coup, c'est une fédération qui est reconnue au niveau du pays. Du coup, moi, c'est ce qui me plaisait parce que en termes aussi d'antidopage, en termes de reconnaissance et d'endroits où j'allais mettre les pieds, c'était hyper rassurant d'aller vers quelque chose que mon coach connaissait et puis vers quelque chose qui était reconnu aussi par l'État. Après, je suis allé au championnat de France l'année passée, c'était 3 semaines avant les championnats du monde, qu'il y a un super plateau, enfin en 2021 je suis allé, il y a un très beau plateau avec des super athlètes et puis que c'était un bon moyen d'avoir une première expérience avant d'aller participer au championnat du monde. Ah, cette première saison de compétition a été juste
incroyable parce qu'en fait, quand on a décidé de se lancer en compétition, c'était en mars 2020. Première compétition, octobre 2021, ça fait long quand même la préparation. 2 compétitions en 3 semaines, avec comme objectif d'aller juste prendre de l'expérience. Et puis, pour moi, c'était assez fantastique. Il n'y avait pas forcément des plateaux énormes, dans le sens qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de candidats, parce que le Covid avait fait du mal au niveau de la préparation. C'est clair qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas pris le risque de se préparer à un événement comme ça, puis qui ne sont pas forcément venus. Mais j'étais super content de mes résultats, par exemple, parce qu'au championnat de France, j'ai fini 3e à égalité avec le double champion de France en titre. Moi, j'y allais, j'étais sûr que je finirais dernier. Et puis au championnat du monde, même chose, j'ai terminé 5e, je suis passé devant quelqu'un qui était 2e au championnat de France. Du coup, pour moi, c'était hyper gratifiant, surtout que j'en avais aucune attente, si ce n'est prendre de l'expérience. C'était vraiment ça, c'était vivre l'événement, voir une fois comment ça se passe. L'idée donc c'était de prendre l'expérience et pour moi, dans la phase test, la phase clé, le truc le plus important que je voulais voir, c'était comment mon corps il allait gérer la phase de sèche vraiment. La fin de la sèche. J'avais dit à mon coach assez vite que si je voyais que ça me changeait au niveau de mon caractère, au niveau du stress, au niveau de ma nervosité, ce serait la limite que je ne franchirais pas. Et puis vu comment ça a été super bien géré, je n'ai pas senti ça. Alors oui, quand on a faim, on est un petit peu plus tendu, ça c'est clair. Mais je n'ai pas senti ça et c'est ce qui m'a permis après de poser des objectifs pour plus tard. Si on parle d'objectifs, j'ai placé la barre un peu haut pour beaucoup, mais c'est que j'ai besoin de ça pour me motiver tous les jours. En gros, c'est clair, l'année passée, j'ai décidé, quand j'ai vu que j'avais bien géré la sèche, j'ai décidé que mon objectif, ce serait de gagner un titre. C'est de gagner un titre mondial. Mon idée, c'est de me donner 5 ans, donc il en reste 4, pour gagner un titre mondial. Pas forcément pour dire que je suis champion du monde, parce que je m'en fiche complètement, mais parce que j'ai besoin d'un objectif élevé pour me motiver tous les jours, parce que ça fait sens pour moi, puis aussi pour me dire, si tu veux quelque chose, tu es obligé de bosser comme un malade pour l'avoir, et puis c'est le seul moyen de l'avoir. Et en même temps, tous les gens qui sont devenus champions du monde un jour, je pense qu'ils l'ont soit pensé, soit dit, mais je pense qu'ils l'ont dit. Parce qu'à force de dire les choses, on commence à croire que c'est possible, et puis je vois que ça me motive tous les jours en fait. J'adore tout ce que j'ai pu créer durant ces 18 derniers mois, autour de ce projet. Ça m'a amené à faire énormément de choses, à monter un festival, à monter un site internet, à rencontrer énormément de gens, à sympathiser avec beaucoup d'athlètes. Et ça, je sais que c'est aussi lié au fait que je ne me suis pas juste dit je vais aller faire une compète une fois pour me tester. C'est le fait que je veux m'ancrer là dans la discipline. Et puis performer pour moi aussi, me dire une fois, fais un truc pour toi, va au bout pour toi, et puis on verra où ça mène. Et peut-être que l'objectif élevé, il est aussi intéressant parce que vu que j'ai 5 enfants, c'est aussi... alors clairement, hein, je ne le fais pas pour mes enfants parce que souvent on entend ça, c'est pour mes enfants. Non, alors c'est pour moi, on est clair. Par contre, si je me dis un truc, c'est que si mes enfants ils peuvent retenir un truc, c'est que si tu veux quelque chose, tu es obligé de bosser comme un malade. C'est le seul moyen de l'avoir. S'ils peuvent comprendre ça, c'est génial. Parce que je leur dis aussi, il y a 99% de chances que je ne le sois pas. Mais le pourcentage, le 1%, pour l'atteindre, c'est bosser. C'est bosser tous les jours. Parce que je me prépare autant à l'être qu'à ne pas l'être. C'est-à-dire que je mets tout en place pour l'être et il y a toute une partie de préparation qui me dit le résultat, c'est secondaire. J'y suis allé au championnat de France et au championnat du monde en me disant que le résultat était secondaire. Un athlète m'a dit avant de rentrer sur scène, il m'a dit... De toute façon, l'important, c'était de participer, d'être là, c'est génial, juste avant les résultats. Et je lui ai dit, de toute façon, je viens d'appeler mon coach. Je lui ai dit, écoute, je sais mon résultat, je suis exactement où je dois être, en chemin, en construction. Et c'est vraiment dans cette philosophie-là que moi, je vais avancer. J'ai vu énormément d'athlètes sur les 2 seules compètes que j'ai fait être très frustrés de leurs résultats parce qu'il y a toute une partie qui ne dépend pas que de leur travail. C'est des gens qui s'investissent énormément, qui bossent, et puis ça passe par un jury qui va juger notre physique, notre côté harmonieux, notre sèche et tous ces éléments-là. Et je sais que ça reste des êtres humains qui auront des critères différents. Et en voyant ces frustrations, en discutant avec ces athlètes, j'ai dit à mon épouse, en partant des championnats du monde, jamais je veux vivre ça. Je me préparais pour être au top,
pour avoir le sentiment d'avoir fourni ce que je devais fournir. Et après, peu importe ce qui viendra. Et je suis sorti des championnats du monde avec le sentiment, c'était fou, parce que je suis sorti de scène avec quasiment les larmes aux yeux, avec ce sentiment d'avoir fait tout ce que je devais. Et de m'en ficher complètement du résultat. Je suis resté d'ailleurs un peu surpris quand on m'a appelé dans la phase de classement. Et puis, on peut revenir sur qu'est-ce que ça changerait un titre pour moi. Concrètement, que dalle! Ça ne changerait rien, si ce n'est le fait de se dire on peut partir de rien. Et puis, mettre en place, dès le moment qu'on a la santé, bien sûr, mettre en place des stratégies, se faire entourer, avoir une discipline et atteindre ses objectifs. Pour moi, il y a une personne dont je veux parler aussi, qui s'appelle David Manzaka, qui est un de mes potes, qui a perdu 110 kilos de manière naturelle. Et ce gars, ça me motive tous les jours. Moi, je me dis, si ce gars qui faisait 195 kilos, que j'ai fait venir témoigner dans mon école pendant 5-6 ans, qui faisait 195 kilos et qui a perdu 110 kilos sans opération, juste en réglant tout ce qu'il avait à régler pour lui, en s'entraînant, en changeant beaucoup de choses dans sa vie, si un gars comme ça a pu accomplir ça, ça veut dire qu'on est tous capables de beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et ça, je me dis, voilà, une chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir penser, c'est de me dire, tiens, tu vises un titre de champion du monde. Aujourd'hui, je peux me dire oui, parce qu'il y a ce gars, à un moment donné, qui a accompli un truc incroyable. Pour trouver la motivation, parce que la motivation, je pense qu'elle vient quand on fait. C'est pas un truc qui naît. Je dis souvent à mes élèves, à mes amis, si tu attends que la motivation, elle arrive, tu ne feras jamais. Pour que la motivation, elle vienne, il faut bosser, il faut faire des choses et il faut surtout avoir du plaisir. Et moi, c'est ça vraiment qui m'aide à fond. Ce moment-là où je suis dans ma salle, où j'écoute la musique, des fois je reprends des vidéoconférences que j'ai avec mon coach, où j'ai des plateformes de développement personnel que j'écoute. Ces moments-là, c'est des moments pour moi qui me nourrissent tant physiquement que mentalement. Et du coup, c'est juste du plaisir. Et ce moment-là, c'est un peu un moment hors du temps. C'est le moment qui fait qu'après, je suis bien disposé pour le reste de ma journée, de ma semaine. Donc, ce n'est pas vraiment besoin de source de motivation autre que ça me fait du bien. C'est sûr qu'il y a quand même des contraintes d'un point de vue familial. Déjà, d'avoir tout ce qu'il faut dans le frigo, d'avoir 2 types de plats à midi. Parce que les féculents, qu'on soit clair, j'ai un type de féculent qui n'est pas le même riz que les autres. Quand on mange des pommes de terre, ça va, mais je ne mange pas de pâtes ou je mange des nouilles de riz. J'ai l'impression de manger des pâtes. Donc il y a quand même 2-3 trucs qui font que c'est un peu contraignant au niveau des courses, au niveau du fait qu'il faut faire deux plats différents. Puis au niveau du fait que je m'entraîne. Comme je disais, j'aime bien m'entraîner tôt le matin pour cette raison-là, parce que ça prend un peu moins de temps sur la vie de famille. Alors je trouve qu'il a fait un énorme parcours, qui fait beaucoup des objectifs, de gros objectifs. Mais je suis très fier de ce qu'il a accompli. Alors moi je trouve que c'est un parcours remarquable, surtout avec son âge, qui est quand même un obstacle pour certaines choses. Donc moi je l'admire parce que grâce à lui j'ai commencé aussi la musculation. Et c'est vraiment un parcours remarquable de toutes ces formes. C'est surtout un petit peu des contraintes quand même au niveau de la vie de famille. Au niveau de l'organisation, du planning, mais c'est vrai que sinon, ça n'apporte rien de particulièrement spécial. Alors c'est une bonne chose parce qu'on peut s'identifier d'abord au travers de ce qu'il fait. Moi par exemple, des fois je peux m'en vanter à l'école parce que pas tout le monde a un papa culturiste à ce niveau-là, même culturiste tout court. Donc on peut s'aider de lui, on peut s'aider de son parcours pour s'améliorer et puis pour prendre exemple sur lui. Il y a une chose qui a été positive, je trouve, spécialement, c'est qu'on a eu l'occasion de partir à Paris quand il s'est présenté pour les championnats. Et ça, c'est vrai que c'était c'était une occasion on doit aller par là, on profite de faire des vacances. Et puis, donc ça, c'est vrai que ça a vraiment été un apport un peu sympathique pour la famille. Alors moi personnellement oui, parce que s'il n'avait pas commencé le culturisme, je me serais jamais mis à la musculation, ou en tout cas pas autant facilement. Donc moi ça m'a vraiment apporté quelque chose d'essentiel maintenant à ma vie, parce que j'adore ça. Et arrêter la musculation, je pense que ça se passera jamais, je continuerai toujours.
Moi, je trouve que oui, pour moi, c'est contraignant. Dans le sens où il faut quand même toujours veiller à ce que, par rapport à son programme alimentaire surtout, il faut quand même toujours qu'il y ait des choses à ta disposition, il faut quand même toujours qu'il y ait du riz qui soit cuit, il faut toujours qu'il y ait du poulet, il faut acheter des œufs, il y a toujours quand même des choses qu'il faut veiller à ce qu'il y ait pour pas qu'il soit embêté, vu qu'il a quand même pas mal de repas à faire. C'est clair qu'il faut s'organiser, ça prend quand même du temps. Donc avec les autres activités que je pratique, c'est clair que je dois trouver mes plans horaires pour y aller régulièrement, mais ça s'organise et puis maintenant je fais avec et puis c'est bon. Je suis très très bien comme ça. Alors moi personnellement ça m'a pas du tout gêné, je sais que ça a été plus difficile pour lui, il lui a fallu du temps déjà aussi rien que pour oser s'entraîner devant ses enfants, pas devant moi mais devant ses enfants, déjà rien que ça a déjà été un petit peu quand même, il a fallu qu'il prenne un peu sur lui, ça n'a pas été forcément une chose qu'il a fait tout de suite d'une manière évidente, mais pour moi ça me pose pas du tout de problème. Et puis en plus il n'est pas tout seul, là, donc il y en a d'autres. Alors oui, c'est clair qu'au début on n'est pas habitué, parce qu'on n'a jamais vu comme ça, mais après la première fois où il s'est entraîné devant nous, on l'a bien accepté parce que c'est ça son sport, c'est comme ça le culturisme. Donc moi personnellement ça m'a pas du tout gêné parce que je suis beaucoup de personnalités qui font du culturisme, et donc j'avais déjà vu ça. Donc pour moi ça n'a pas été trop gênant. C'est clair que le culturisme ça a quand même un coût. Moi ce que j'ai remarqué c'est déjà les types d'aliments. Alors nous on a toujours mangé plutôt sainement, on a très peu d'aliments préfabriqués ou industriels comme on les appelle. Donc mais c'est vrai que je mange des choses qui coûtent peut-être sur l'année un peu plus que ce que ça coûtait avant. Ce qui coûte pas mal, c'est les compétitions, le fait d'aller à l'étranger et le coaching. J'ai 2 coachs tous les mois qui me suivent, donc ça c'est quand même ça qui coûte. Après, bien sûr qu'on peut le faire sans être coaché, ou en n'ayant qu'un coach, ou en ayant un coach qui est peut-être un peu moins capé que le mien. C'est pas un souci. Je pense là-dessus qu'on peut gagner un peu de l'argent si on n'a pas forcément les moyens, ou après il y a d'autres astuces dont je parlerai probablement après. Justement, pour que ça ne me coûte pas trop, puis surtout que je prenne le moins possible sur le budget de la famille, parce qu'on est quand même 7 en famille. Le but n'est pas de prétériter les membres de ma famille pour que je puisse faire mon sport. J'ai mis en place différentes choses, donc j'ai commencé par chercher un peu des sponsors. Et puis vu que une de mes valeurs c'est la fidélité vraiment, je suis allé voir les gens avec qui je travaille depuis 30 ans, que ce soit pour ou 20 ans, que ce soit pour mon assurance, mes lunettes. Et puis il y a plein de gens comme ça qui m'ont donné des coups de pouce, des coups de main financiers pour le début de la saison passée. Puis après, je me suis dit, tiens, il faut quelque chose pour me financer la saison suivante. Et là, j'ai décidé de monter un festival de talent à la salle Recto Verso à Grosne, avec un concert d'un chanteur connu qui s'appelle Anthony Trice. Et du coup, grâce à cette soirée, j'ai pu financer une partie de ma saison suivante. Et c'est ce que je dis souvent quand on me dit « ouais, mais ça coûte cher ». Et puis toi, voilà, je dis « oui, moi j'ai mis en place des choses pour essayer de faire en sorte que ça me coûte moins cher, on va dire ça comme ça ». J'ai aussi mis en ligne mon site internet en novembre 2022 dans l'idée d'avoir un peu plus de visibilité, comme ma page Instagram d'athlète, pour me faire un tout petit peu connaître, parce que c'est un peu plus facile quand on va avoir des sponsors, de dire voilà ce que j'ai fait. Le site internet, il est clairement là pour ça. J'ai pu mettre des images des compétitions, les gens peuvent voir le parcours, les objectifs, mon profil, d'où je viens dans le monde du sport, d'où est née cette idée. Donc ils ont accès à tout et puis ils peuvent se rendre compte de où j'en suis, parce que c'est sûr que quand on va voir des sponsors en disant « voilà, j'ai 44 ans, je me lance dans un sport que j'ai jamais pratiqué, dans un sport que peu de gens connaissent », c'est pas super vendeur. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ça soit un peu plus vendeur et puis que les gens découvrent aussi cette discipline qui est hyper intéressante. Une des questions qu'on me pose souvent justement par rapport au culturisme naturel, c'est la question de la distance qu'on prend avec le dopage. C'est clair que les fédérations, elles travaillent avec l'agence antidopage, et du coup il y a des contrôles qui sont effectués, et puis c'est ce qui me plaît aussi beaucoup parce que j'ai eu regardé
avec mon coach d'aller sur certains concours et puis on a quand même décidé de rester dans la ligne où on est plus ou moins sûr de ce qui est mis en place et du fait que les athlètes sont contrôlés pour que le travail que je fournis ne soit pas réduit à néant parce qu'on a concouru contre des gens qui n'avaient pas utilisé les mêmes moyens que nous pour arriver au résultat. Très intéressant, on m'a souvent dit au début quand j'ai dit « ouais mais je veux faire du culturisme », on m'a dit « ouais mais attention c'est dangereux pour la santé ». En fait pas du tout. C'est hyper sain pour la santé parce qu'on fait de la musculation, donc on travaille tous les groupes musculaires de son corps, probablement beaucoup plus précisément que ce que je faisais avant, ce qui fait qu'on a des rééquilibrages qui se font et des douleurs qu'on avait peut-être avant qu'on n'a plus du tout. Après, c'est clair que si on parle de la photo du jour du concours, bien sûr que non. Comme ça, c'est pas sain. Si le but c'est d'être comme ça tous les jours, tout le temps, non. Tout ce que je fais durant l'année pour arriver à une compète, bien sûr que c'est sain. Pour moi, il y a 3 clés qui sont importantes et je pense que c'est au-delà du culturisme, c'est pour tout dans la vie. Quand on a un objectif, c'est la discipline, mais c'est intimement lié à l'idée de plaisir. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et puis, le chemin. Tout ce qu'on partage, tout ce qu'on récolte sur le chemin, c'est d'être attentif à ça. Parce que si on se prépare pour une compétition avec comme objectif juste le résultat, on passe à côté de millions de choses et puis on ne sait pas le résultat qu'on va faire. Donc du coup, on ne pourra rester que dans la déception si on n'a pas le résultat qu'on espérait. Tandis que si on est discipliné, qu'on a du plaisir et qu'on vit le chemin, on sera de toute façon gagnant, peu importe le résultat.